Chers compatriotes, mesdames, messieurs, le 24 octobre 2020, en fin de matinée, le collège dénommé Mother Francisca International Bilingual Academy, situé à Kumba dans le sud-ouest Cameroun, a été le théâtre d'une rare horreur. Des terroristes y ont fait irruption dans une salle de classe et ont assassiné comme des bêtes sauvages une dizaine d'élèves âgés de 9 à 12 ans. J'adresse mes condoléances et ma compassion à leurs inconsolables familles. L'infanticide et le féminicide de tous les crimes connus passent pour être les plus cruels, les plus infâmes, les plus ignobles. Nos enfants sont tués, l'avenir est menacé, l'espoir de la nation est enseveli. La République est poussée dans ses retranchements. On s'attaque à nos enfants. On s'attaque au socle même de la République. On s'attaque à l'école. Nous sommes face à l'indicible, à l'innommable, à l'abject. Devons-nous rester silencieux face à l'insoutenable? Non. C'est le meurtre de trop. Le Cameroun ne peut rester insensible lorsqu'on s'attaque à ceux qui vont pérenniser la nation. Non. Le Cameroun ne peut accepter qu'on s'attaque aux écoliers. Nous en avons marre. Chers enfants disparus, au nom des Camerounais et surtout de la race humaine, je vous demande pardon. Je vous demande pardon pour notre lâcheté et notre intolérable cruauté. Je vous demande pardon pour n'avoir pas su vous protéger. Vous, ces êtres fragiles, dont le seul crime était de repartir à l'école après 4 longues années blanches forcées. Je parle de Victory Kamibon Gamini, 11 ans, Anangim Jennifer, 11 ans, Njemone Princess, 12 ans, Zakame Rema, 9 ans, Shema Cindy. Chers enfants blessés, au même titre que vos camarades décédés, vous êtes des héros de notre temps. Je vous demande de tenir bon. Ne lâchez pas. Vous êtes désormais l'âme vivante du combat pour le droit à l'éducation pour tous. Chers enseignants et encadreurs scolaires, je salue vos sacrifices, votre courage et votre bravoure à offrir à nos enfants dans les régions anglophones une éducation de qualité dans des conditions difficiles. Vous méritez le soutien, les encadrements et les hommages de la nation. Nous en avons marre. Marre de l'opportunisme politicien, malhonnête d'une partie de la classe politique, de certaines organisations dites de la société civile qui font de la crise anglophone un fonds de commerce politique et économique et un moyen de règlement de comptes avec le régime. Il n'y a rien de plus inconséquent que les solutions haineuses d'immédiateté. C'est inédit qu'on assiste à des animalités comme celle de Kumba et qu'au lieu de condamner sans aucune réserve cette bestialité, que le discours public de quelques-uns soit complaisant, justificatif, teinté de tribalisme et de rancœur. C'est grotesque, irresponsable, puéril et cruel de raisonner aussi bassement quand il faut chercher des solutions à cette crise. Si ceux-là n'ont ni compassion, ni solution à proposer, qu'ils se taisent et nous laissent pleurer nos morts. D'ailleurs, pour certains, m'a-t-on révélé, la crise anglophone serait devenue le moyen le plus rapide de s'enrichir. Cette catégorie de personnes qui a développé l'économie de la guerre serait donc prête à tout pour que la guerre perdure. La préparation des trésors de guerre battrait son plein et les luttes de pouvoir ne seraient pas en reste. Nous avons marre de l'hypocrisie de certaines organisations internationales et de certains pays prétendument amis du Cameroun.
nous concédons et comprenons l'évocation systématique des droits de l'homme lorsqu'adviennent les bavures des forces de défense. Pourtant, les chefs séparatistes, donneurs d'ordre des assassinats de nos enfants, vivent dans la quiétude dans certains pays. Ceux qui orchestrent l'horreur au Cameroun depuis le début de cette crise vivent paisiblement et bénéficient de protection. Ici, ailleurs, au nom du pouvoir ou des droits de l'homme. Mais alors, ces hommes, ces femmes, ces enfants qui donnent publiquement l'ordre de décapiter au Cameroun, ne sont-ce pas les enfants de Camerounais? Ces enfants qui sont décapités, ne sont-ils pas des Camerounais? J'interpelle face à cette inacceptable décimation des enfants de la République, le président de la République en personne. Monsieur le Président, vous devez exercer dans toute sa rigueur le mandat que le peuple vous a confié. Vous avez le devoir de protéger nos enfants. Vous avez le devoir de protéger l'avenir de nos enfants. Si vous ne le faites pas, alors vous avez failli. Vous pouvez arrêter cette guerre. Vous devez arrêter cette guerre. Vous en avez les moyens. Dès le lendemain de ce drame, le peuple devait vous voir entouré des états-majors des armées. Il n'en a rien été jusqu'ici. Monsieur le Président de la République, en votre qualité de chef suprême des armées, veuillez appliquer la Constitution du Cameroun contre les terroristes qui assassinent nos enfants. L'article 9 stipule, je cite, « Le Président de la République peut, lorsque les circonstances l'exigent, proclamer par décret l'état d'urgence qui lui confère des pouvoirs spéciaux dans les conditions fixées par la loi. » Alinéa 2. Le Président de la République peut, en cas de péril grave, menaçant l'intégrité du territoire, la vie, l'indépendance ou les institutions de la République, proclamer par décret l'état d'exception et prendre toute mesure qu'il juge nécessaire. Il en informe la nation par voie de message. Fin de citation. Moi, Président, je n'aurais pas hésité. Maintenant, devant ces atrocités qui nous étreignent, où sont passés les faucons? Politiciens réputés rompus qui vous sont prétendument fidèles. Ces fameux faucons qui, par leur mépris et leur désinvolture, ont enchaîné des erreurs depuis l'inutile violence qu'ils ont ordonnée sur des avocats à Bamenda en novembre 2016 et l'inutile embastillement des leaders du consortium en janvier 2017. Où sont donc passés ces faucons si puissants devant les conséquences de leurs inconséquences? Monsieur le Président de la République, le peuple n'a pas élu ces faucons. Ce sont vos créatures à vous. C'est donc à vous que le peuple demande des comptes. Ou vous êtes le commandant en chef, ou vous ne l'êtes pas. En tant que commandant en chef des armées, ordonnez à celle-ci de mettre ces terroristes hors d'état de nuire d'ici le 1er janvier 2021. Nous n'osons pas penser que ces terroristes qui ont horrifié Kumba sont plus puissants que d'autres groupes terroristes qui ont battu en retraite face à nos forces de défense dans le septentrion. Monsieur le Président de la République, écoutez les voix de Mancho Bibixi et Ngalim Félix, ces précurseurs de la crise anglophone, qui ont certes été condamnés, mais qui vous ont adressé une lettre de repentance dans laquelle ils offraient leur service pour la restauration de la paix. Écoutez-les. Monsieur le Président de la République, mettez en œuvre les résolutions du Grand Dialogue National de septembre-octobre 2019. Ce fut un moment historique dont les indéniables résolutions ne peuvent être remises en cause. Des figures respectables et irremplaçables de la cause anglophone, comme le cardinal Toumi, le professeur Samuel Munzu, Félix Abobala, ni John Fundi et d'autres y ont pris part. Il était difficile d'avoir meilleur panel à l'échelle nationale.
Les recommandations qui en ont découlé ne donnaient pas satisfaction à tous, certes, mais leur implémentation immédiate et effective aurait sans doute apaisé. L'inertie des faucons a une fois de plus dicté sa loi. On en est aujourd'hui à entendre des ministres dire qu'ils n'appliqueront pas l'affectation aux collectivités territoriales décentralisées des 15% des recettes de l'État telles que prévues par la loi ayant institué le statut spécial. C'est à se demander si l'objectif n'est pas in fine d'empêcher que ce statut spécial ne voit le jour. Sinon, pourquoi annoncer qu'on va en empêcher l'épanouissement? Monsieur le Président de la République, tendez votre oreille aux attentes profondes de vos compatriotes anglophones. Ils sont nostalgiques des 11 années de fédéralisme pendant lesquelles ils s'autogéraient. Cette crise, nous n'avons eu de cesse de le marteler pendant le grand dialogue national, est autonomiste et non indépendantiste. Nous ne devons pas laisser les criminels brouiller le signal. La solution est de l'avis de tous, le décongestionnement de l'État central. C'est une décentralisation véritable et effective, l'autonomisation des collectivités territoriales décentralisées. Cette autonomie doit consister en un transfert de pouvoir décisionnel et de compétences administratives étendues. Car en démocratie, il ne faut jamais l'oublier, le pouvoir de décider et d'administrer vient du peuple par le vote. Le président de la République, qui est au sommet de l'appareil administratif de l'État, est élu. Ainsi, le président de région et le maire, qui sont ou seront au sommet des exécutifs des conseils des collectivités territoriales décentralisées, reçoivent eux aussi, par le vote, le pouvoir de décider et d'administrer. Leur nier ces attributs, c'est faire entorse à la démocratie représentative décentralisée. Autre chose qu'on ne doit jamais oublier est que le berceau et même l'âme de la décentralisation au Cameroun se trouve dans les régions anglophones. En 1922, on y avait déjà la Native Administration ou Indirect Rule qui s'appuyait sur les chefs traditionnels. Dans les années 40, 50, on y trouve les Local Authorities qui sont des conseils de chefs traditionnels. Ce sont ces Local Authorities qui sont devenus entre 61 et 74 les Local Councils. Tandis que la municipalisation n'a commencé dans le Cameroun oriental francophone qu'avec la création des communes mixtes urbaines du Vouri et de Yaoundé en 1941. Il y a, et ce n'est pas rien, un différentiel d'expérience de décentralisation de 19 ans sous la domination franco-britannique. Ça marque durablement les comportements. La crise anglophone ne date donc pas d'hier. Elle est à la vérité une crise de gouvernance. Elle n'oppose pas les francophones aux anglophones. Si c'était le cas, un homme politique nommé Ni John Frundi n'aurait pas obtenu à l'élection présidentielle de 1992 des suffrages que seul l'électorat anglophone n'aurait pas pu lui donner. Il est aussi venu le moment de taire définitivement les amalgames et les mensonges. C'est le lieu encore de rappeler que déjà entre anglophones, il n'y a jamais eu consensus de départ autour de la réunification. Quand vint le moment des indépendances, il y eut en effet des divergences étanches. Quand les uns voulaient le rattachement au Nigeria, c'est le cas du docteur Emmanuel Ndele, du Cameroun National Congress, de PM Kale et Nirius Mbile, du Cameroun People's Party. Les autres militaient pour la réunification au Cameroun français. C'est le cas de Augustine Ngomjoa et John Gufoncha du Cameroun National Democratic Party. Ces derniers feront alliance plus tard avec l'Union des populations du Cameroun qui, après son interdiction dans la partie anglophone par les Anglais en 1957, renaquit sous un autre parti renommé One Cameroun ayant à sa tête Ndé Toumaza. Au fil de l'histoire, certains leaders modifièrent leur position. C'est le cas de PM Kale, qui démissionna du KNC pour créer le Cameroun United Party, pour une approche exclusivement sécessionniste, visant l'indépendance d'une entité politique totalement autonome. Si de nombreux écrits historiques
affirme que cette dernière approche connut le succès le plus populaire auprès des anglophones. Il demeure que l'ONU et les impérialistes anglais eux-mêmes n'y accédèrent pas, opposés qu'ils furent à une nouvelle balkanisation de l'Afrique. C'est pour cela qu'à l'issue de multiples concertations, tant en New York, au siège de l'ONU, qu'au Cameroun, les différents courants durent se résigner à la consultation onusienne du 11 février 1961, lors de laquelle il fallait choisir de se rattacher soit au Nigeria britannique, soit au Cameroun francophone. Non seulement les leaders anglophones les plus prépondérants y souscrivirent, mais ils acceptèrent également les résultats sous forme controversée qui en sortirent. Car la postérité se demandera toujours pourquoi une consultation effectuée sur un territoire sous domination britannique unique se solda par des résultats partitionnés. En effet, les chiffres cumulés des suffrages des Cameroun britanniques méridional et septentrional donnaient 331 230 voix en faveur de la réunification et 244 037 voix en faveur du rattachement au Nigeria. Les dés étaient jetés. Néanmoins, la résolution 1608 des Nations Unies du 21 avril 1961 rattachait le Cameroun britannique septentrional tout seul au Nigeria parce que la majorité des suffrages y était favorable. Une segmentation soudaine qui jusqu'à ce jour n'a trouvé aucun fondement textuel historique. Les leaders anglophones et francophones concernés par la réunification du Cameroun méridional acceptèrent la situation telle qu'elle et engagèrent la construction de la réunification. C'est autour de ce consensus, c'est autour de ce chantier de construction qu'un consensus réel peine à voir le jour depuis 1961. Ce consensus ne peut être trouvé que dans une forme de l'État qui fédère avec équité les différences entre les peuples camerounais. Les différences sociologiques et anthropologiques ayant précédé la domination franco-britannique et les différences systémiques, politiques et culturelles nées de la domination franco-britannique. La solution est donc d'inspiration fédéraliste, philosophiquement, à distinguer de l'État dit fédéral, qui n'en est qu'une déclinaison sous forme de sujet de droit à opposer le cas échéant à l'État unitaire. Parce qu'à notre entendement, il est un sacrilège que de vouloir remettre en cause l'ouvrage de réunification pour redevenir un, auquel nos vaillants ascendants se sont si laborieusement attelés au prix d'indicibles sacrifices. Toutefois, l'issue n'est pas juridique et désincarnée. Elle est humaine et politique. C'est le fédéralisme des peuples, dont la déclinaison juridique que nous proposons est la régionalisation identitaire. Mesdames, Messieurs, j'accuse les cellules actives et dormantes qui depuis 4 ans sur les réseaux sociaux et sur les plateaux de télévision ne cessent à visage découvert de soutenir les terroristes. Que de vidéos avons-nous vu circuler montrant des acteurs politiques et des leaders de la société civile faisant appel à mobilisation de fonds pour faire entrer des armes dans le nord-ouest et le sud-ouest. Ces bandes existent. Mais qu'a fait le gouvernement pour leur demander de s'expliquer? Rien que nous sachions. Pis encore, au comble de l'émotion de la tuerie de Kumba, certains responsables de partis politiques ont même tendance à se réjouir. D'aucuns ont au fait de semer le doute dans les esprits du peuple en convoquant le cas de Ngarbou, incriminant par là de façon sibylline nos forces de défense. Dans quel pays au monde, dites-moi, dans quel pays au monde a-t-on mis sur un même pied les bavures des forces de défense et les crimes de crapules terroristes? Je mets en garde les plateformes médiatiques qui, au lieu de faire chorus autour de la traque de ces terroristes, affichent pour certains vis-à-vis de ces derniers des comportements lénifiants. La mort d'innocents enfants ne peut pas devenir l'exutoire des frustrations des adultes incapables. J'interpelle enfin mes parents du nord-ouest et du sud-ouest. Ceux qui terrorisent notre peuple, ceux qui égorgent nos sœurs, nos mères, nos épouses et assassinent nos enfants dans le sanctuaire inviolable de l'école, sont bien issus des familles.
Alors, les familles dont les enfants ont pris les armes doivent entièrement coopérer avec les forces de défense et de sécurité. Ces familles portent une part de responsabilité de par leur mutisme. C'est ce silence complice qui a tué nos enfants à Kumba. Que le peuple du nord-ouest et du sud-ouest se lève, soutenu et accompagné par les forces de défense et de sécurité, et le reste du peuple camerounais pour traquer ces terroristes. Que le peuple, au-delà des cloisons partisanes et des chapelles politiques, se lève et se mobilise. Aucune organisation n'est plus forte qu'un peuple uni. Mes chers parents, vous êtes un levier fondamental pour mettre fin à cette crise. Mesdames, Messieurs, il est temps que je m'adresse au peuple camerounais tout entier. Nous devons prendre nos responsabilités. Acteurs de la politique, de la religion, de la tradition, de la société civile, levons-nous comme un seul homme et parlons d'une même voix pour que cesse ce bain de sang. Demandons au président de la République d'activer notre diplomatie. Il faut que pour une fois, cette diplomatie soit offensive, vivace. Le président doit exiger clairement et officiellement les poursuites et l'extradition des leaders sécessionnistes qui se retrouvent à l'étranger, dans les pays amis, et qui de façon avérée financent la guerre. La rupture, s'il le faut, des relations diplomatiques doit commander la neutralisation des commanditaires d'assassinat. Demandons au président de la République de faire arrêter systématiquement tous ceux et celles qui font l'apologie de la violence et soutiennent ces terroristes en leur donnant la parole ou en leur apportant un quelconque soutien. Des gens ont été condamnés dans ce pays en 1984 pour apologie du crime. Issa Chiroma, pour ne citer que lui, en faisait partie, pour mémoire. Demandons au président de la République de faire participer les personnalités jugées crédibles pour se rapprocher des familles de ceux dont les enfants sont en marge de la République. Il faut absolument faire adhérer les familles à ce combat. Demandons au président de la République de se rapprocher de ceux des leaders anglophones qui se désolidarisent de ces actes ignobles et qui peuvent donner une chance à la sortie de crise. Demandons au président de la République d'intensifier l'opération Bamenda Clean, de sorte qu'elle s'étende à toutes les zones identifiées comme des chaudrons. Pour ce faire, il faut donner tous les moyens qu'il faut à l'armée afin qu'elle puisse traquer ces terroristes jusqu'aux Indes, s'il le faut. Demandons au président de la République d'ordonner une prise en charge psychologique, clinique et financière des familles victimes du terrorisme. Demandons au président de la République d'entreprendre la constitution de la mémoire collective des affres du terrorisme par l'érection des journées de deuil national, des ouvrages d'art commémoratifs des victimes, voire des distinctions honorifiques des survivants et l'instauration de la journée nationale d'hommage aux victimes du terrorisme dans tout le pays. Demandons au président de la République de sécuriser les établissements scolaires et universitaires dans le nord-ouest et le sud-ouest. Demandons au président de la République de dissoudre toute organisation ou de retirer tout agrément à tout média ou organisation soutenant ou faisant la propagande terroriste. Demandons au président de la République de donner un contenu effectif au statut spécial. Demandons au président de la République de recevoir à la présidence tous les leaders politiques et de la société civile épris de paix, afin de construire impérativement une union sacrée pour construire des conditions de sortie de crise. Demandons au président de la République de convoquer les ambassadeurs de tous les pays qui abritent les commanditaires d'assassinat, afin qu'ils s'expliquent. Demandons au président de la République de procéder à la réintégration des fédéralistes modérés au débat sur la résolution de cette crise. Faire avec eux un état des lieux des réformes que le gouvernement apporte aux diverses revendications. Demandons au président de la République de convoquer une session parlementaire extraordinaire, conjointe avec les sénateurs et les députés, qui portera exclusivement sur la crise anglophone. À l'ordre du jour, il sera question de l'évaluation du financement de cette guerre. L'économie de la guerre ayant pris pied, les représentants du peuple doivent être édifiés sur qui prend quoi, pour en faire quoi, dans la limite de la réserve imposée pour la préservation du secret défense.
Ça va mettre en lumière les réseaux obscurs qui entretiennent cette guerre à des fins lucratives. L'autre point sera le compte rendu du gouvernement sur toutes les actions prises depuis le début de la guerre. Les réformes doivent être accélérées. Le gouvernement doit donner au peuple, à travers ses élus, des éléments de traçabilité de ses actions. Il sera aussi question de donner l'état des lieux sur le théâtre des opérations. Le peuple a besoin d'écouter son armée. La grande muette doit pour une fois faire exception pour le peuple. Travaillons ensemble et préparons ensemble, de façon coordonnée, des manifestations citoyennes, sit-ins, marches, meetings, qui se tiendront dans les jours qui viennent pour dire non à la crise anglophone, non au terrorisme, non au féminicide, non à l'infanticide, non à tout ce sang qui coule. Une commission préparative a été créée à cet effet et rencontrera toutes les bonnes volontés au-delà des chapelles et des cloisons pour y travailler ensemble. En ma qualité de député de la nation, je suis disposé à écouter mes compatriotes anglophones et francophones de tous bords, afin qu'ensemble, nous mettions sur pied une plateforme de sauvegarde de notre chère patrie. J'entrerai en contact dans cette perspective avec toutes les voix qui comptent dans ce pays et dans les meilleurs délais. Je vous remercie pour votre bienveillante attention.